L'idée la plus obsolète est d'aller à l'école, d'obtenir un emploi, de travailler dur, d'économiser de l'argent, de sortir de la dette et d'investir à long terme en bourse. Voyez-vous, pourquoi économiser de l'argent quand on imprime des billions de dollars? L'écart entre le 1% et le 99% est énorme. Vous voyez, ce n'est pas seulement de l'argent. Vous devez prendre du recul et regarder le tableau d'ensemble. Alors que faites-vous? En chacun de nous se trouve une personne pauvre. Il y a toujours une personne pauvre en moi. Il y a aussi une personne de la classe moyenne, et la personne de la classe moyenne veut la sécurité. Elle veut ce salaire régulier. Et il y a une personne riche. Et elles sont toutes en nous sauf que cela n'est pas enseigné. Si on vous enseigne à aller à l'école, à obtenir un emploi et à recevoir un salaire, on ne vous enseigne pas comment devenir riche. Si vous lisez Père riche, Père pauvre, mon père riche refusait de me payer. Il disait que le salaire était l'une des choses les plus néfastes que vous pouviez accepter dans votre vie. Il disait que dès que vous prenez un salaire, vous êtes un employé, et c'est une mentalité. Donc, mon père riche ne m'a jamais payé. Il rendait fou mon père pauvre, vous savez, fonctionnaire du gouvernement. Vous devez payer les gens. Vous devez payer les gens. Et père riche ne disait pas que le salaire était mauvais. Il disait que vous ne vouliez pas être esclave de l'argent. Donc en tant qu'entrepreneur, vous savez, si père riche faisait faillite, je commençais simplement une autre entreprise. Je n'ai pas besoin d'un salaire. Je n'ai besoin de personne pour s'occuper de moi. Si mon gouvernement ne m'aime pas, je déménage dans un autre pays. Parce qu'ils ont besoin d'entrepreneurs là-bas. Donc l'entrepreneur n'est pas tellement l'entreprise, l'entrepreneur est vraiment la mentalité et les compétences, et un ensemble différent de règles. Vous voyez, je n'opère pas, la petite entreprise n'opère pas selon les mêmes règles que la grande entreprise. L'entrepreneur est d'abord une mentalité, puis un ensemble de compétences et de règles. Et selon que vous êtes un employé ou une petite entreprise, les règles sont différentes. Les mentalités sont différentes. Les compétences sont différentes. Est-ce que les riches grincent des dents et disent, ne leur dis pas ça, Robert? Oui, oui, oui. Ne dis pas aux gens ce qu'ils veulent, tu sais? Garde les pauvres. Mon père était chef du département de l'éducation, docteur en philosophie, et tout ça. Je rentre à la maison et je lui demande, pourquoi n'apprenons-nous pas l'argent à l'école? Et il me regarde et me dit, parce que le gouvernement ne nous permet pas d'enseigner cette matière. Le gouvernement nous dit ce que nous pouvons enseigner et ce que nous ne pouvons pas enseigner. Et je trouvais ça étrange. Et je dis, mais ne sommes-nous pas à l'école pour apprendre l'argent? Il dit, non, ton travail est d'obtenir un emploi. Je dis, mais tu obtiens un emploi pour gagner de l'argent. Il dit, non, tu es censé simplement obtenir un emploi. Je dis, non, non, non. Le but d'un emploi n'est-il pas de gagner de l'argent? Il dit, tu as raison. Je dis, alors pourquoi ne puis-je pas simplement apprendre l'argent? Je peux sauter la partie emploi, tu sais, et il était troublé et il a dit, si tu veux apprendre l'argent, pourquoi ne pas demander à ton meilleur ami de parler d'argent? Et j'ai dit, pourquoi? C'est Mike. Alors pourquoi lui demander? Il dit, parce que le père de Mike est un entrepreneur. Et j'ai dit, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que tu es? Il dit, je suis un employé. Je suis un employé du gouvernement. J'ai dit, oh, quelle est la différence? La différence est qu'un entrepreneur doit connaître l'argent, sinon il n'est plus un entrepreneur. Et il dit qu'un employé n'a pas besoin de connaître l'argent parce que le gouvernement prendra soin de lui, l'entreprise prendra soin de lui. Donc je suis un enfant, je suis tout confus. Mais j'ai suivi les conseils de mon père et je me suis dirigé vers le bureau du père de Mike et j'ai frappé à sa porte. Et j'ai dit, j'ai 9 ans, enseigne-moi l'argent. Il dit, dégage, gamin. Mais c'est là que commence l'histoire de père riche, père pauvre. Et finalement, avec persévérance, mon père riche a commencé à m'enseigner l'argent sous une condition. Et cette condition était qu'il ne me paierait jamais. Il disait,
dès que je te paie, tu penses comme un employé. C'est le piège. Les entrepreneurs travaillent gratuitement. Et maintenant j'ai 9 ans. Ma tête est sur le point de se fendre en deux. Il dit, tu ne veux jamais un chèque de paie. Comprends ça, gamin. Il dit, d'accord, je l'ai compris. Et il dit, eh bien, comment puis-je gagner de l'argent? Il dit, c'est ce que les entrepreneurs découvrent. C'est comme ça que j'apprends l'argent. Donc il sortait simplement un plateau de jeux Monopoly. Alors je travaillais gratuitement. Je ramassais des mégots de cigarettes et il avait des hôtels et des restaurants que je nettoyais et je faisais des tâches ingrates. Et en grandissant, je suis passé à des travaux de bureau, au marketing et à la comptabilité, et j'étais essentiellement un apprenti, mais je travaillais toujours gratuitement. Et il m'enseignait l'argent. Mais la façon dont il m'enseignait l'argent était en jouant au Monopoly. Et enfin, un jour, je me suis fâché. J'ai dit, quand vas-tu m'enseigner l'argent? Il dit, que crois-tu que nous faisons? Nous jouons au Monopoly. Il dit, non, non. Que penses-tu de ce que nous faisons? Nous jouons au Monopoly. Il dit, que penses-tu que nous faisons? Alors je ne sais pas. J'apprends l'argent et c'est ce que je faisais, vous savez, vous avez une petite maison verte. Il dit, il y a de nombreuses formules pour le succès et l'argent. Il y en a des milliers, mais l'une des meilleures trouvées dans le jeu du Monopoly est toujours valable aujourd'hui. 4 maisons vertes, un hôtel rouge. C'est tout. Et il dit, que penses-tu que je fais? Et j'ai dit, je ne sais pas. Alors il m'a emmené dehors et m'a montré ces maisons vertes. Et 10 ans plus tard, quand j'avais 19 ans, j'étais maintenant à l'école à New York. Et je suis revenu à Hawaï et Père Riche avait acheté le plus grand terrain en plein milieu de la plage de Waikiki. Et quand vous allez à la plage de Waikiki aujourd'hui, vous verrez l'hôtel Yacht Regency. C'était son hôtel. Tout comme dans le jeu du Monopoly. Tout comme dans le jeu du Monopoly. Acquisition d'actifs, et ils sont devenus des actifs plus importants. Il a juste gardé ce qu'on appelle un assemblage, parce que cette propriété n'était pas aussi grande à l'époque, alors il devait acheter tous les petits gars. Parce que Wakolki était une petite ville mais un peu sale. Alors il rachetait ce propriétaire de magasin et cet autre propriétaire de magasin, et cela lui a pris un certain temps, mais il a finalement assemblé ce grand terrain. Et puis les yachts ont construit cet immense hôtel et il vient de se vendre pour 800 millions. C'est ainsi que j'ai appris l'argent. La raison pour laquelle j'ai écrit Père riche, Père pauvre, c'est parce que je savais que ce moment arriverait et nous avons, en tant que monde, nous n'avons jamais été ici avant. Et donc est-ce un moment effrayant? Ouais, c'était probablement le moment le plus dangereux jamais, 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 jamais. Il n'y a rien à comparer parce qu'il n'y a jamais eu d'économie mondiale auparavant. Par exemple, il y a 100 ans, si le marché boursier s'effondrait en Angleterre, cela n'affectait personne. Mais maintenant, si le marché américain baisse, le monde entier baisse. De plus, avec les médias sociaux et tout ce que nous faisons maintenant, nous n'avons jamais été ici auparavant. Et, vous savez, ça m'excite, parce que je gagne plus d'argent pendant les crashs que lorsque les choses montent. Mais pour la personne moyenne, elle sera anéantie. J'ai peur du pire. J'espère me tromper, mais je pense que nous nous dirigeons vers une dépression mondiale. Comment cela se joue-t-il pour le travailleur moyen, Robert, pour le petit entrepreneur? Je veux dire, à quoi ressemblent les 3 prochains mois? Parce que cela ne semble pas beau. Je veux dire, les gens sont déjà licenciés, mis à pied. Il n'y a pas de trésorerie dans la plupart de ces entreprises. Comment cela va-t-il se dérouler? Eh bien, permettez-moi de donner une étape de plus, juste pour vous donner l'ampleur de la situation, d'accord? La dette nationale de la Seconde Guerre mondiale était de 25 milliards. Chaque jour aujourd'hui, chaque jour, ils impriment 125 milliards. Chaque jour, c'est comme 5 Secondes Guerres mondiales par jour, ils impriment tellement d'argent pour maintenir cela, pensez à un ballon dirigeable, avec une déchirure dedans. Et ils essaient désespérément de réparer cette déchirure, mais peu importe à quel point ils essaient,
la déchirure est allée au-delà, elle descend. Donc, en termes financiers, cela s'appelle notre dette par rapport au PIB, elle est passée de 60 à 90 à 105, elle va à 120. Nous sommes en faillite. Et ils vont imprimer de plus en plus d'argent, ce qui signifie que les épargnants sont des perdants, exactement comme je l'ai prédit. Votre argent ne vaudra rien dans quelques années à cause de l'inflation. Donc, mon message est le même que celui de certains de vos autres invités. C'est une transformation financière de type métamorphose. Et la définition de la métamorphose est très importante. La métamorphose, la définition est l'évolution ou la transformation d'une forme immature à une forme adulte ou mature. D'une forme immature à une forme adulte. La métamorphose, c'est la même chose qu'une chenille se transformant en papillon. Et Fuller disait toujours qu'il n'y a rien pour prédire un papillon au lieu d'une chenille. Donc, tout le monde qui écoute et regarde cette vidéo, si vous avez des difficultés financières, considérez-vous simplement comme une petite chenille. Et cette crise est votre cocon. La question est, que deviendrez-vous? Émergerez-vous en tant que victime? Vous savez, le monde m'a fait ça, les capitalistes sont des escrocs, les riches sont des salauds, et tout ça. Ou direz-vous, oh, c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Tout comme ma santé. Je suis le point zéro pour le coronavirus. Tout ce qu'elle fait, c'est m'inspirer à devenir plus sain. Vous allez soit devenir plus sain et plus riche, soit vous allez faire faillite. C'est votre choix. Cela se situe entre vos oreilles, votre cœur, votre corps, votre esprit, votre attitude. Cela pourrait être la meilleure chose qui vous soit jamais arrivée. Physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement. Si vous vous transformez en papillon ou si quelqu'un vous écrase comme un petit ver, c'est votre choix. Vous pourriez dire une chose à quelqu'un qui n'a jamais été entrepreneur et qui pense à faire le grand saut pour devenir entrepreneur. Que pourriez-vous leur dire? Eh bien, je leur dirais simplement la même chose qui m'est arrivée. Vous savez, mon dernier chèque de paie, je m'en souviens encore clairement, c'était l'un des pires et des meilleurs jours de ma vie. Et j'étais à Porto Rico. Je travaillais pour Xerox et mon patron m'a donné mon dernier chèque, ce n'était pas un chèque de paie, c'était un chèque bonus. Je pense que c'était environ 30 000 $. Imposable, c'est le seul problème. Alors je reçois ce chèque et je me dis, Saint, vous savez quoi? J'étais excité, mais j'étais aussi perturbé. John, et John me dit, tu vas revenir. J'ai dit, pourquoi? Il dit, parce que tu vas échouer. Je l'ai regardé et j'ai dit, écoute, quelques mots explicites, car c'est ce qu'il a fait. Il a quitté Xerox, a échoué, et il est revenu. Et j'ai dit, écoute, tu échoues et tu reviens, mais moi, je vais échouer et je ne reviens jamais. Et c'est ça l'attitude. Est-ce que je veux dire, si vous dites, eh bien, si j'échoue, je retournerai chez maman et papa, alors c'est ce que vous ferez. Donc, si vous échouez, c'est là que je suis devenu entrepreneur parce que je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas d'argent pendant des années. Ouais. Je n'avais pas de chèque de paie, mais c'est ce que mon père riche m'a encouragé à faire, c'est, quand vous n'avez pas ce chèque de paie, vous avez plus faim, plus intelligent, et c'est un test de votre caractère. Allez-vous devenir un escroc? Allez-vous devenir malhonnête? Allez-vous tricher et voler? Ou allez-vous devenir une meilleure personne? C'est vraiment l'avantage de devenir entrepreneur. Vous découvrez vraiment qui vous êtes quand vous n'avez rien. Vous devez toujours regarder le tableau d'ensemble. Trop de gens regardent, eh bien, qu'est-ce qui va m'arriver? Quand vous regardez le tableau d'ensemble, vous saurez aussi que quand quelque chose de mauvais arrive, quelque chose de bon va arriver. Mais vous devez vous préparer à tout ce qui vient. Si vous pensez que les 20 prochaines années seront comme les 20 dernières années, vous allez vous faire écraser. Vous savez, quand vous et moi allons au supermarché et achetons un carton de lait, nous vérifions toujours la date d'expiration. Mais la plupart des gens ne vérifient pas la date d'expiration de leur cerveau. Au lieu de sortir de la dette, je m'endette.
Je viens de refinancer 300 millions de dettes et suis passé de 5% à 2,5% d'intérêt. J'ai fait fortune. Chaque mois, plus d'argent rentre parce que le coût de mon argent a baissé. Alors que certains experts financiers disent de sortir de la dette, je dis d'apprendre à utiliser la dette. Voir, quand je suis revenu du Vietnam en janvier 1973, la première chose que mon père riche m'a dite a été d'aller à l'école. Pour apprendre comment investir dans l'immobilier. Ce n'était pas seulement l'immobilier. C'était comment utiliser la dette et les impôts. La dette et les impôts enrichissent les riches, la dette et les impôts appauvrissent la classe moyenne. Donc tous ces riches qui sont médecins et avocats ou, vous savez, ces gars-là, ils se font avoir et ils ne comprennent pas pourquoi les médecins se font avoir. Oh oui. Ils lui font gagner plus d'argent, mais ce qu'il en retire est moins. Bien sûr. Vous savez, mon médecin juste. Il m'a crié dessus. Il était content. Il dit, « Oh, devine quoi? J'ai finalement gagné $1 million. » Et j'ai dit, « Ouais, c'était il y a 3 semaines. » Et alors j'ai demandé, « Combien avez-vous payé d'impôts ?» Il dit $750 000 d'impôts. Donc, son net était d'environ $400 000. Ce n'est pas mal. Mais quand je gagne $1 million, je garde $1 million. Et la raison en est que je ne le gagne pas en travaillant pour de l'argent. Vous voyez, si vous travaillez pour de l'argent, vous êtes imposé. C'est pourquoi la leçon numéro 1 de Père riche, Père pauvre, c'est que les riches ne travaillent pas pour de l'argent. Ce que nous faisons plutôt, c'est créer des entreprises en tant qu'entrepreneurs. Nous acquérons de l'immobilier. Je n'investis pas en bourse. La raison en est que en tant qu'entrepreneur, j'ai plus de contrôle sur mes revenus, sur combien je gagne et combien je paie d'impôts. Et parce que je suis un entrepreneur ainsi qu'un investisseur en immobilier, je paie 0 impôt. Donc, chaque fois que je gagne, disons $1 million en tant qu'entrepreneur, je l'investis immédiatement dans l'immobilier. J'ai un rapport de 1 à 4. Je mets $1 million dans l'immobilier, j'obtiens 4 millions en banque. C'est pourquoi j'adore les banques. Mais les banques arnaquent tout le monde d'autre, vous savez. Terrible, mais c'est bon pour moi. C'est pourquoi vous dites que quand on imprime, c'est bon pour vous, mais quand on imprime, c'est mauvais pour les gens qui travaillent pour de l'argent. Parce que quand on imprime, les épargnants sont plumés, et les gens qui travaillent pour de l'argent sont plumés. Quand on imprime, les débiteurs s'enrichissent. Vous voyez, la dette et les impôts enrichissent les riches. La dette et les impôts appauvrissent la classe moyenne. Quand nous avons des idées obsolètes, nous obtenons des résultats obsolètes. Donc, ce qui arrive à la plupart des gens, l'idée d'aller à l'école, d'obtenir un emploi, de travailler dur, d'économiser de l'argent, de sortir de la dette, d'acheter votre maison parce que c'est un actif, d'investir pour le long terme. Le monde a changé. Le monde a changé en 1971 lorsque le président Nixon nous a retiré de l'étalon or. Et l'argent est devenu de la dette. Et si on se débarrassait de l'école? Alors, que se passerait-il? Serait-ce mieux si nous n'avions pas de système éducatif du tout? Non, je dis que l'éducation est plus importante avant. C'est simplement obsolète. Vous savez, il y a la loi de Moore qui dit que l'information double tous les 18 mois. En d'autres termes, tout devient obsolète en 18 mois. Donc, et c'est un phénomène récent. Donc, quand vous sortez de l'école, vous êtes déjà obsolète. Et c'est pourquoi je suis le vieux. Vous savez, je rencontre mes amis qui sont allés à Harvard. Voyez-vous, je suis allé à Harvard. J'ai dit, ouais, c'était il y a combien, 50 ans? Aujourd'hui, les banques vous font payer des intérêts pour économiser de l'argent. Autrement dit, les banques ne veulent pas de votre argent. Parce qu'elles en ont imprimé trop. Et c'est pourquoi il y a ces bulles en bourse et des bulles dans l'immobilier et tout ça. Les gens se débarrassent de l'argent. Parce que, comme je l'ai dit ici, les épargnants sont perdants et l'argent liquide est sans valeur. Et pourtant, les gens veulent un emploi bien rémunéré. Eh bien, c'est une idée obsolète. Se sortir de la dette est une idée obsolète.
Vous devriez apprendre comment vous endetter, comment utiliser la dette pour devenir riche. Et je ne vous enseignerai jamais rien sur les impôts. La raison pour laquelle le 1% est bien en haut et que le 99% va dans cette direction est parce que lorsque vous imprimez de l'argent, deux choses se produisent, l'inflation et la taxe, c'est écrasant. Et tout entrepreneur pense, je vais juste gagner de l'argent. Je vais créer une entreprise et gagner beaucoup d'argent. Parce que si on en parle, ils doivent vraiment sentir les roses, mec. Vous savez, ce n'est pas ce que font vraiment les vrais entrepreneurs. La plupart des entrepreneurs, il y a 28 millions de propriétaires de petites entreprises en Amérique. 24 millions sont des entrepreneurs d'une personne. On les appelle les entrepreneurs sans employés. C'est ce qui se passe lorsque les gens ne comprennent pas vraiment ce qu'est un entrepreneur. La plupart des gens qui réussissent sont indépendants. Mais ils ne sont pas vraiment entrepreneurs. Les indépendants paient les impôts les plus élevés de tous. Personne ne leur dit ça. On l'appelle aussi l'esprit d'entreprise. Mais ce dont nous parlions vraiment, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise économie. Vous savez, il y a extérieurement, vous et moi, nous avons tous une économie externe. Mais nous avons aussi une économie interne et la volonté est de changer notre économie interne. Donc, pour moi, je peux voir le bien et je peux voir le mal. Ça m'est égal, parce que je vais être riche de toute façon, mais une personne pauvre avec une économie personnelle pauvre, tout ce qu'elle va voir, c'est une mauvaise économie, parce qu'elle ne sait pas comment gagner de l'argent dans n'importe quelle économie et une personne de la classe moyenne, elle a une économie de classe moyenne. Vous savez ce qu'ils veulent, c'est une belle maison et un salaire régulier et le travail et la voiture. Et donc quand on leur enlève leur emploi, c'est... Eh bien, étant donné qu'un entrepreneur n'a de toute façon pas d'emploi, ce n'est pas grave. Donc tout ce que je dis aux gens, c'est ce que Bucky Fuller m'a appris. Il y a toujours deux côtés, vous savez ce que je veux dire? L'unité est plurielle, au minimum, deux. Donc si vous pensez que l'économie va mal, c'est parce que votre économie va mal. Si vous pensez que l'emploi stable est important, alors vous le verrez dans une économie sans emploi, votre économie par rapport à l'économie externe, ce que vous contrôlez par rapport à ce que vous ne pouvez pas. Je peux contrôler. Oui, ça s'appelle une concentration interne par opposition à une externe. Donc le vrai entrepreneur a une concentration interne, mais s'ils tombent, ils disent « Oh, c'est bien parce que je vais monter plus haut ». Vous savez, la personne moyenne va tomber et dire « Oh, je vais prendre du Prozac ou les erreurs, ou quelqu'un a les erreurs ». Toutes les erreurs n'ont pas d'importance. Cela signifie que vous ne les avez pas remarquées. Mais un vrai entrepreneur, la façon dont ils tombent, ils peuvent toujours se relever. Ils peuvent se relever et monter plus haut, peu importe ce qui leur arrive, ils deviennent plus forts, meilleurs, plus intelligents et plus heureux. Mais une personne avec une mentalité interne faible est tellement effrayée par ce qui se passe. Cela arrive généralement. Comme vous le savez, les gens ont peur de perdre leur emploi. Ils perdent généralement leur emploi. Oui. Donc ce n'est que vous pouvez contrôler vous. Oui. Donc le premier travail de l'entrepreneur est un contrôle ici à l'intérieur. Dès que vous prenez ce chef de cœur, vous êtes un entrepreneur. Vous devez être plus fort que ça. C'est une question de contrôle intérieur. J'ai vécu des crises financières. Des gens m'ont poignardé dans le dos, mais tout cela est positif parce que j'en tire des leçons. C'est la spiritualité. Vous savez, les gens qui ont peur de faire des erreurs, comme on l'enseigne à l'école, ne grandissent jamais, car la spiritualité implique le bien et le mal, le juste et le faux, le haut et le bas. La plupart des gens veulent seulement avoir raison, être positif. Eh bien, vous ne pouvez pas avoir cela, ce n'est pas la réalité. Eh bien, je n'étais pas pauvre selon les normes de la plupart des gens, mais je venais d'une famille avec une attitude pauvre, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que la richesse, la pauvreté, la classe moyenne, la pauvreté commence par une attitude fondamentale. La pauvreté se transmet. Elle est enseignée dans vos familles. Et toutes les classes sont enseignées dans les familles. Donc les gens qui sont actuellement assis à la maison,
qui luttent financièrement ou qui s'inquiètent de l'argent ou qui ne sont pas heureux, même s'ils gagnent beaucoup d'argent, mais ne sont pas heureux avec ce qu'ils font, cela vous a probablement été enseigné. Votre super-ego vous a enseigné d'obtenir un emploi, de travailler dur sinon vous ne deviendrez jamais riche, ou les riches sont mauvais, ou peu importe. Le système scolaire ne vous enseignera jamais rien sur l'argent. Le système scolaire a été conçu pour vous apprendre à être un employé, ce qui est important, ou un médecin, un avocat, un spécialiste, mais jamais sur l'argent. Et ce que la plupart des gens n'ont pas, c'est une vraie connaissance des affaires, comme la comptabilité, vous savez, comme la dette, comme les impôts. Vous devez savoir ça, mais ils ne l'enseignent à personne à l'école. Et puis quand les gens me demandent, comment votre riche père a-t-il appris cela quand votre pauvre père, un PhD, ne l'a pas fait? Et la réponse est très simple, mon riche père était mon meilleur ami. Son père est mort quand il avait 13 ans. Donc, son riche père avait cette entreprise familiale à diriger à 13 ans. Donc, il a dû abandonner l'école, ce qui était une bénédiction, vous savez, ces bénédictions. Et, vous savez, parfois la bénédiction ne ressemble pas à une bénédiction, mais elle s'est avérée être une bénédiction. Et puis ses professeurs sont devenus son comptable, son avocat, son banquier, ses agents immobiliers. Ainsi, il a ce que j'appelle de vrais enseignants, pas ces faux enseignants à l'école. Vous savez, la plupart des enseignants à l'école n'ont pas d'éthique. Ils enseignent des sujets qu'ils ne pratiquent pas eux-mêmes. J'ai demandé à l'enseignant. J'ai dit, vous savez, je suis en 3e année de calcul maintenant. C'était appelé la résistance des matériaux. J'ai dit, vais-je jamais utiliser ces trucs? Il dit, vous savez, pourquoi enseignez-vous ça? Il dit, je suis payé pour ça. Donc tu ne l'utilises jamais? Il dit, non. Et c'est pourquoi, vous savez, dans la vie, une des choses que je suggère aux gens, c'est que vous devez trouver un vrai professeur par opposition à un faux professeur. Un faux professeur est quelqu'un qui n'applique pas ce qu'il enseigne. Le vrai professeur fait ce qu'il enseigne tous les jours. Donc, mes comptables, mes avocats, ils sont dedans tous les jours. C'est ainsi que j'ai appris parce que chaque jour, je résous des problèmes dans mon entreprise. Donc, j'ai des comptables, des avocats, des banquiers et toutes ces personnes en numérotation rapide parce que je résous des problèmes avec mon équipe. Je vous vois partager ces connaissances et est-ce que les riches se crispent et disent, ne dites pas cela. Oui, oui, oui. Ne dites pas aux gens ce que vous savez, gardez les pauvres. Mais malheureusement, les pauvres seront toujours parmi nous, comme c'était dans la Bible. Je ne suis pas très religieux. J'ai échoué aussi à l'école du dimanche. Mais quand ils disent, je ne peux pas me le permettre, ou je ne peux pas faire ça, ils descendent. Ils deviennent ce qu'ils disent. Mon père PhD, il dit, vous me prenez pour quoi, fait d'argent? Je ne peux pas me permettre ça. Et mon riche père dirait, c'est pourquoi il est pauvre. Les gens pauvres disent, je ne peux pas me le permettre, je ne peux pas faire ça, je n'ai pas le temps. Parce que c'est une évasion. Vous savez ce que je veux dire? C'est facile de dire, je ne peux pas me le permettre. Et votre riche père avait l'habitude de dire quoi au lieu de je ne peux pas me le permettre? Comment puis-je me le permettre? Comment puis-je faire ça? Vous savez, qu'est-ce qu'il faudrait? Ou pourquoi devrais-je faire ça? Il dit qu'une question ouvre un esprit, une déclaration ferme un esprit. Donc, quand vous dites que je ne peux pas me le permettre, votre esprit se ferme et vous devenez ce que vous dites. Le rugby est un sport d'équipe, mais c'est aussi le cas du football. Les règles sont différentes et d'autres personnes sont golfeurs. Ils jouent seuls et donc tout le monde est différent. Donc, mon jeu financièrement est l'entreprise. En premier lieu, le deuxième est l'immobilier. Donc, ce que je dis aux jeunes, c'est que vous trouvez votre jeu.